Ça fait combien de temps que tu sors des poèmes? 40 ans? À peu près. Alors, tu as fait surtout de la poésie, mais tu avais fait une pièce de théâtre à l'époque, dans le genre un peu, je dirais, pas comique, mais un peu comme une plaisanterie. Ça s'appelait Le béret du Conseil général. C'est une pièce qui a été montée surtout dans l'Aveyron, il y a une trentaine d'années. Mais c'est surtout quand même quelqu'un qui est dans la poésie. Alors, à mon avis, ce qui le distingue, parce que dans la littérature doc, il y a pas mal de poètes, plus que dans la... Si on fait le pourcentage, il y a plus de poètes dans la littérature doc que dans la littérature en langue française. Il doit y avoir des tas de raisons par rapport à ça. Et donc, lui, ce qui, à mon avis, le met un peu de côté, c'est que c'est une poésie un peu, pas plaisanterie, mais il y a un esprit un peu de, je ne sais pas comment dire, comme quelque chose de marrant, pas vraiment peut-être même sérieux. Alors parce que souvent dans la littérature doc, les écrivains, ils sont en situation de défendre une culture en difficulté, si vous voulez, voyez. Et alors les gens, en général, ils rigolent pas, même dans leur utilisation d'employer les mots, quoi. Hein, ils rigolent pas avec ça. Et lui, non, il fait des jeux de mots même, hein, ce qui n'est pas facile, hein, faire des jeux de mots dans la situation de la littérature doc actuelle. C'est tout un truc, si vous voulez, vous voyez, il n'y en a pas tellement, en définitive. Bon, tu es d'accord avec ce que je dis sur toi, là? Suis-je d'accord? Oui. J'ai pas dit de conneries, quand même. Non. Pour ce qui est de l'ironie, c'est de l'ironie que je mets dans les textes, c'est pas forcément très comique, à part le théâtre, qui est évidemment fait pour faire rire. Sinon, oui, c'est de l'ironie, je m'en moque de moi, et puis des gens qui emploient cette espèce de langue bizarre qui a pas trop le droit de citer dans notre monde. Mais comme c'est Jimi Hendrix qui disait ça, the world is TV, le monde c'est de la télévision. Alors moi j'essaie de faire la télévision, hein, avec des petits moyens, avec un bout de papier, et 3 mots, et voilà, et ça marche. Hein. Ça marche, vous êtes là, vous regardez la télé. Mais c'est les poèmes courts quand même que tu fais. En général, oui, ce sont des poèmes courts. Il y en a qui sont très longs. On peut faire des poèmes courts qui soient très longs. Il s'agit de juste les coller avec un bout de scotch, et puis ça descend et ça fait des poèmes très longs. Bon, en définitive, d'après ce que je sais un peu de toi, c'est quand même Bernard Mancier qui t'a mis la main à la pâte, hein, on peut dire. Hein. Bon, on peut dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur Bernard Mancier, qui est un poète assez fort, cosmique, on peut dire, très gascon. J'ai jamais su à des moments s'il inventait des mots ou si c'était vraiment du sous-dialecte gascon, vous voyez. Mais il avait quand même une qualité, Mancier, Bernard Mancier, décédé il y a une vingtaine d'années, c'est qu'il était un découvreur de jeunes écrivains à l'époque. Bon, allez, maintenant tu n'es plus un jeune écrivain, mais de jeunes. Il était un découvreur c'était quelqu'un qui allait chercher des écrivains que personne n'aurait été chercher. Et même des fois, en ce qui concerne Jean-Marie Pierre, un de mes écrivains doc préférés, le seul écrivain punk doc qui existe et qui est mort, d'aller chercher quelqu'un comme Pierre, dont beaucoup de gens, ou même d'occitanistes, n'auraient pas voulu pour cirer leur godasse, on peut dire. Mais si d'aller chercher de faire tout ça. Alors, dis-moi, c'est Mancier finalement qui t'a mis la main à la pâte. Parábolas, verai, fogachas, pobres mais, peltindul unte, deroparias. Entrau, cap somi, encant, cap muts, velicos et pusco santo, ulioc, dentis. Bon, ma question est valable toujours. C'est Mancier donc qui m'a non pas mis la main à la pâte parce que je trafiquais avec les mots depuis un moment, mais c'est lui qui m'y a plongé jusqu'au coude. Voilà. Jusqu'au cou. Allez.
pour moi ce qui sont les trois penseurs occitans. J'aime pas les trois d'ailleurs, Castan, Fontan et Lafont. Mais Malcier, il était un peu à côté, mais il était quand même... il critiquait Castan, mais il était quand même assez proche de Castan. Notamment le manifeste de Nérac, dans les années 50, au moment où Castan a été exclu de l'IEO, si vous voulez. Parce que dans mes trois, il y en a deux qui ont été exclus de l'IEO, qui n'étaient pas du tout dans l'IEO, là, qui ont été complètement en dehors, ou marginalisés, ou même en dehors, qui ont été exclus de l'IEO. Et moi, j'aime les deux exclus de l'IEO. Les deux, ouais. Mais si tu veux... qu'est-ce que tu en penses? Bon, il faisait une critique de Castan, tout en étant proche, mais il critiquait le côté théoricien de Castan, parce qu'il disait, ça y est, c'est le début de l'idéologie, c'est le début d'une idéologie qui commence. Il critiquait même, mais il était quand même assez proche, puisqu'ils ont fait un manifeste ensemble au moment où Castan a été exclu de l'IEO. Il fallait faire autre chose que ce qu'on faisait, donc ça... On n'a pas trop changé pour ça, je crois toujours qu'il faut faire encore autre chose que ce qu'on a fait. Sinon, oui, Malcier critiquer Castan, bon, bien sûr, pour ça tendance à être un idéologue, en gros. Parce qu'il était souvent, il s'enfermait souvent dans des débats un peu stériles, pensait Malcier. Et Malcier, lui, disait, il faut faire des choses et puis arrête de chanter, tu n'es pas de colère. C'est un peu ça. Il n'aimait pas la forme. Ça, je sais, oui. Castan, ils étaient très, très amis. Ça, je sais. C'est-à-dire que Malcier, il était, bon, il avait quand même un côté gascon, les Landes très prononcé. Et il m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il m'a dit, moi, j'ai jamais été plus loin que Toulouse. Dans le Pays d'Oc, j'ai jamais été plus loin que Toulouse. Et une des raisons aussi, c'est qu'il n'aimait pas trop la vie occitaniste de Montpellier, voilà. Seguidos a ne perdre cole en buscos. Aquí sembar tut silenci, o fior d'ensenyes, l'aura de fruit de fleurs. De la littérature d'Oc actuelle. Tu la suis beaucoup, un peu, beaucoup, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, je me suis un peu éloigné de tout ça. Je fais mes choses dans mon petit coin, et puis ça fait ce que ça voudra faire. Alors, sinon, la littérature occitane, bon, c'est une grosse affaire. Hein. Je ne sais pas si ça existe. C'est de la littérature, après, bon, l'écriture occitane, bon, évidemment. Ça serait en anglais ou en grec ou autre chose, c'est pareil. C'est des mondes. C'est pas les mêmes situations quand même. Les situations sont différentes, mais les gens essayent de dire la même chose, donc tu le prends. C'est des situations très différentes, l'édition, les lecteurs, le nombre... T'as beaucoup de lecteurs Non, aucun. Et à part Marie-Jeanne, peut-être, c'est pas sûr. Mais elle te soutient, Marie-Jeanne Verny? Oui, mais c'est parce qu'elle est trop gentille avec moi. Oui, non, heureusement qu'il y a des gens comme elle, ou comme toi, ou quelques autres, bon, parce qu'ils s'intéressent un petit peu à ce qu'on ose faire, parce que sinon, bien sûr, l'édition occitane, c'est pas le Pérou, hein, même pas sa vie comme ça. La française non plus. La française non plus. La française non plus, mais c'est quand même plus facile. C'est plus facile ça dépend, parce que... Un jour, tu m'avais dit, il faut que tu écrives en occitan, tu auras la gloire plus facilement qu'en français. Alors, je n'ai pas oublié, je l'ai fait, mais ça n'a pas vraiment marché. Ouais, mais tu te fais plus facilement remarquer qu'en français, parce qu'il y a beaucoup moins... Parce que, oui, bien sûr, on est 10, alors c'est plus facile d'être le premier sur 10 que le premier sur 100. T'arrives vite à te faire... Mais t'as sorti beaucoup... T'as sorti surtout dans les revues, mais t'as sorti combien de recueils de poèmes? Je crois que c'est le 4e qui est sorti l'année dernière. Le premier était sorti aux éditions de Jour dans les années 90. Et puis pendant longtemps, j'ai publié uniquement en revue, ou alors des petits bouquins que je faisais moi-même à la main. Et puis un éditeur s'était intéressé à ce que j'ai fait, il m'a dit tu as des trucs, j'ai dit ben oui, bien sûr.
je lui ai donné, il a publié, donc il en a publié 3 là, coup sur coup. Donc ça fait 4 bouquins. Rien que de poésie. Ouais, uniquement de poésie. Mais c'est pas le plus important, le plus important c'est ce qu'on fait à côté, bon, les lectures, les spectacles, les discussions, la peinture aussi. Oui, voilà, tu fais en parallèle avec l'écriture, tu fais des tableaux de l'écriture peinte, que tu peux faire des expos de tes tableaux d'écriture souvent en Languedoc. Uniquement en Languedoc. J'écris de la peinture, je peins de l'écriture, pas trop. Et c'est uniquement en Languedoc, parce que en peinture c'est plus facile, parce que en fait quand on fait un tableau, le sens de ce qui est écrit sur le tableau, quand on utilise l'écriture, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit, ce qu'on déchiffre. Donc ça permet de faire passer des messages ou de montrer l'écrit occitan autrement que sur les bouquins ou en parlant. Et puis c'est aussi une façon de faciliter les choses, parce que j'écris comme un chat, en colère. Et alors en utilisant cette mauvaise façon d'écrire, ça m'a permis d'inventer un système de peine. Donc je peins des mots mal écrits, les uns sur les autres, comme ça, afin qu'à la sortie, ça me plaît bien. Et tu as un côté aussi, bon, c'est un mot performance, performeur, que j'admets pas trop, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire performance, c'est très flou. C'est un mot qui est trop flou, oui, mais tu as quand même des interventions dont on garde la mémoire. Par exemple, la fois, je vais en reparler, bon, je m'excuse, je reparle toujours de ses relations avec le maire de Carmaux par rapport à Jacques Jaurès. Il a fait un truc, une expo un peu en grande partie à cause de lui, une expo interdite par le maire socialiste de Jacques Jaurès il y a 20 ans, parce que le maire socialiste a estimé que c'était insultant pour Jacques Jaurès. Alors, c'est d'ailleurs intéressant de remettre ça sur le tapis, parce qu'il y a Jordi Blanc, lui c'est un spécialiste de Jacques Jaurès qui a écrit philosophiquement, il va passer tout à l'heure, sur Jacques Jaurès. C'est un spécialiste de Jacques Jaurès, peut-être un des seuls qui fait ressortir le côté occitaniste de Jacques Jaurès d'ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Alors, si vous voulez, alors toi, bon, c'était quand même un truc que je trouve vraiment intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il avait fait un tableau où il y avait marqué Jaurès, res, res, res. Alors le maire de Carmaux va voir l'expo, il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? J'interdis l'expo. A remarqué qu'il avait tout compris, le maire. Alors il dit j'interdis l'expo. Alors le samedi, 2 ou 3 jours après, il y a eu quand même une rencontre, c'était une expo de groupe. Il y avait d'autres sujets de mécontentement pour le maire. Et le samedi, il y a un débat avec le maire et avec les conseillers municipaux de Carmaux. Alors lui, il a pris la parole, il a dit « Vous avez rien compris, j'aime beaucoup Jaurès. Alors j'habite dans une vallée, et le matin, quand je me lève, je crie « Jaurès !» Et alors il y a l'écho qui répond « Res, res, res !» Alors c'était vraiment un truc qui est resté finalement comme anecdote et qui a fait rire quand même. Et je trouve, ça m'embête chaque fois qu'on fait des trucs ensemble en public de citer cette anecdote. Hein. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même un spécialiste de Jaurès qui va parler après. Alors, je ne sais même pas comment il a vécu ta moquerie, là. Bon, c'était pas méchant. C'est vrai que c'est resté dans l'histoire. Tu avais une intention quand tu as écrit Jaurès, res, res. C'était parce que, oui, en fait, il y avait un texte qui était plus long que ça, qui disait, je ne pas se tromper, le pauvre Jaurésou, quand il repitchou, flavo totes, perché le temps che parlavo, se abbiamo dei mais sul kit e tutto qua. E alla fine abbiamo invitato Jaurès.
T'avais dit que Jaurès parlava trop. Oui, il parlait trop. Faisio caga Ouais. tout le monde, Voilà, t'avais dit. c'est ça. Faisio caga tout le monde et parlava trop. Et Ça, bon, ça, c'est je me peut-être souviens ça comment. qui a mis en colère le maire. Alors, mais c'était pas innocent, hein, je pense. Moi j'avais fait ça. T'avais réfléchi quand même. Évidemment pour provoquer une réaction quelconque. Je ne pensais pas que ça irait jusqu'à l'interdiction de l'expo et qu'on en parlerait à France Culture et Figaro et tout ça. Ah oui, je me rappelle. Une intervention. C'est quand même assez provocateur parce que, bon, je ne parle plus de Jaurès là, mais tout à l'heure, toi qui es un écrivain qui transmet par les mots, tu nous as dit, j'ai une écriture de mouche, j'écris un mot, puis j'écris par-dessus, j'écris un troisième par-dessus, donc personne ne peut plus rien lire, ne peut plus savoir ce que j'ai écrit. Donc, vouloir transmettre par les mots et cacher les mots, c'est quand même une sacrée provocation, je trouve. Oui, je suis un provocateur, effectivement. C'est le côté dadaïste que disait René, sans doute, je sais pas. Oui. Moi je suis pas dadaïste, je suis punk, mais bon. Oui, vous aimez bien les punks. Jean-Marie Pierre, peut-être vous ne connaissez pas, il est mort il y a 20 ans dans un accident de voiture et il me téléphonait parce qu'il... ouais, je fais une petite parenthèse sur Pierre parce que vous étiez assez proche quand même. Oui, vous connaissez bien. Deux écrivains révélés par Massier quand même. Hein. Et alors, si vous voulez, Pierre, il disait que pour écrire en Languedoc, il fallait qu'il vive en dehors du Pays d'Oc. Il était à Lyon, il travaillait au PTT. Et il écrivait, il est passé pour le seul écrivain punk d'Oc. Et il m'appelait des fois le soir et il me dit, putain, c'est ridicule, je suis séropositif, c'est aussi ridicule que si tu te tuais en voiture. Et 3 mois après, il se tue en voiture. Voilà, Pierre. Donc, bon, pour t'expliquer que je ne suis pas tout à fait dadaïste. Ah, j'ai pas Mais dit attention, parmi les dadaïstes, vous avez Ben qui arrive du dadaïsme, qui est un des artistes occitans les plus engagés à l'heure actuelle sur la défense de toutes les cultures du monde et mais il est dadaïste au départ. Vous savez, ça ne veut rien dire, hein, dadaïste. Ça ne veut pas dire la négation de tout engagement et de toute idée et de lutte d'idées. Ben, il est toujours dadaïste d'ailleurs, mais il est engagé sur l'indépendance de la Catalogne en ce moment. Vous voyez, voilà, pour expliquer que dadaïste, ça peut amener à beaucoup de choses, quoi. Hein, c'est pas, voilà. Mais moi, je suis plutôt du côté Pierre. L'ommello, che in la cara vucinere di più, travelos benos, nafolo silenzi, la ciossanc, la perda, piga sus nervi, sus juels, e per caso de tubri vogliate incendres les repas, te descarnillos d'obsensio, tum dulces pulvro, e gandaliecios pendel suois. O le caloi plagos, toleggo, finis ol peregrier. Vous savez, l'écart entre le reportage et la littérature, dans la littérature sportive, c'est des fois pas évident. C'est surtout une volonté, c'est surtout une attitude. Lui, il va vers le pamphlet, si vous voulez, voyez. Alors, son livre, ça se passe pendant le mondial de foot de 1998. Mais en plus, c'est quand même assez intéressant au vu de l'actualité. J'ai trouvé marrant de pouvoir reparler du mondial de 98 avec Gélie Grande, qui a fait, je le répète donc, un peu avec une attitude un peu pamphlet, parce que, bon, écrit à Languedoc en grande partie, c'est regarder quand même le phénomène du mondial de l'équipe de France même, avec le point de vue, on peut dire, de l'occitanisme. Vous les voyez, regardez d'ici. C'est écrit à Languedoc. C'est regarder le mondial avec, bien sûr, un regard qui est quand même particulier, quoi. Et c'est de la littérature sportive, hein? Oh non, pas que. Disons que je n'ai écrit que celui-là sur le plan de la dénonciation de ce qui s'est passé pendant le mondial 98, mais j'ai écrit d'autres choses sur plein d'autres thèmes. C'est dur, la hein. commençaggio della Coupe del Monde de football.
A Narbona, vila de Rubí, de 15, l'amic Sergi sortiguet del granier un pegossolet que dis «Lo fut, men futi». Non ens fotem pas tan cacó que l'Italiat occità paga per un torneig mondial que lo seu país co-organisa per força. Fidèle a la seva tradició d'hospitalitat, Occitània acollis el món. Encara un cop és pel compte francès. 19 rencontres se debanaran a Bordeaux, Marseille, Montpellier ou Toulouse. Per la première part de la compétition, Norvège et Afrique del Sud jugaran 3 cops dins des estadis d'Occitània. Angleterre, Argentina, Camerun, Itàlia, Paraguai et Tunisie hi obriran 2 cops. Altres 20 països nos vendran solament visitar un cop. Són que Espanya, els Estats Units d'Amèrica, Iugoslavia i Jamaica jugaran pas entre nostres. Avant et après del Mundial, seren tengut d'escupir qualque moneda dins el borsón del Ministeri francès de les Finances per tal d'entretenir un estadi de França, el pla anomenat per un cop, EDF, que s'hi juguen cada any una final d'un campionat d'Occitània de rugby que serà pas assumir plenament, 2 rencontres del torneig de les 5 nacions i de can en can contra una de les 3 potències futbolístiques de l'hemisfère sud, francament, la coupe est pleine et verse. Par rapport au sport et au Pays d'Oc, tu étais quand même une des personnes qui avait lancé le mouvement pour la finale du rugby, pour la finale du championnat de rugby, l'élite du rugby, dans le Pays d'Oc. Tu avais lancé un mouvement. Tu peux en parler de ce mouvement? Oui. J'ai été parmi un des rares qui, en 1974, quand l'Occitan Albert Ferras, on n'est jamais mieux trahi que par les siècles, nous a foutu la finale à Paris. Parce que quand même, quand on constate au niveau de la fédération soi-disant française de rugby que le nombre de clubs, ils sont surtout en Occitanie. Alors la FFR, c'est une fédération occitane de rugby qui ne dit pas son nom. Et en 1974, comme je disais, on n'est jamais mieux trahi que par les siècles. Albert Ferras et quelques autres occitanes, dont Basket et je vous passe les noms, on rien trouvé de mieux que de... Ils sont de ton pays, Agen, en oui, plus. en plus, oui. Il est d'Agen, lui, enfin d'Agen, du Lot-et-Garonne. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre la finale à Paris. Et depuis 1974, régulièrement, les Occitans montent à Paris récupérer le Brennus qu'ils ramènent au pays. Et bon, alors qu'il serait plus simple si on avait des stades mieux aménagés et même, pourquoi pas, un grand stade d'Occitanie situé n'importe où on voudrait, on pourrait avoir des finales al pays. Bon, alors, et tu voudrais que toutes les finales soient au pays? Bon, allez, on va être gentil, avec les gens du nord de la Loire qui pratiquent un peu le rugby. On leur laisserait, c'était le but de notre mouvement quand on s'en occupait, on leur laisserait une finale sur 4 à Paris. Bon, voilà. Mais sinon, on était, parce que je représente là, dans ce dont parle notre ami René, une association qui s'appelait La Mesclagne et qui s'appelait en plus long Association pour le retour de la finale du rugby dans le Sud. Voilà. Dans le Sud, et pour nous, dans le Sud, ça voulait dire que ça comprenait le Pays Basque, qui est un autre pays de rugby,
l'Occitanie et nos frères catalans de Catalogne Nord. Voilà. Et donc on a milité pendant une dizaine d'années pour cette idée-là. Et puis on a un peu laissé tomber parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit mouvement de sympathie, mais que ça allait pas plus loin. Alors, donc, Les clubs, ils vous ont répondu? Ah, mais les clubs, on le sait par la bande, ont reçu des pressions de la fédération. Surtout ne leur répondez pas. Et puis on a su toujours par la bande. Bon, par exemple, on a appris notre action a commencé en 93-94. On a appris que en 96, la fédération française de rugby, qui a des entrées un peu partout, a diligenté contre nous, donc cette pauvre Mesclagne, une enquête des renseignements généraux. Pour vous dire comme on était dangereux. Hein. Voilà. Je ne vous cache pas que je ne suis pas un ami de M. Bernard Laporte. Nous n'étions pas des amis de Bernard Laporte non plus. Et que nous trouvons que, bon, mais ça c'est un autre débat, le rugby occitan va pas trop mal, il pourrait aller un peu mieux s'il n'y avait pas Bernard Laporte. Bon, mais enfin, on en reparlera à un autre moment si vous voulez. Après la finale del 12 de juillet de 1998. Scusami, ma come mi fait Ulisse a come bestia di parla français. Bon, Père René, je fais un effort. Moi je fais en français parce que j'ai pas été à l'école. Tout ce che dici a chi de din es de buon verificar. La vittoria della Colo de France es la vittoria della Colo des peuples de France. So diguet l'Alsacien Gérard Holtz sur France Télévisions. On est le 13 juillet 1998, excusez-moi pour le lapsus. Après de la finale gagnada per l'Emperi Jacobi, un biel estagian de l'Avelanet parlava de Bartés. Ha portat planau la bandiera occitana des Catars de Montsegur. So diguet al microphone de France Inter. À la télévision, vous ne l'avez pas trop visto. 6 setmanes de temps, il n'y avait pas scupat, n'hi ha que l'han pupat et d'autres que n'han soupat. Et tric et trac, le foot est acabat. Mais bon, tu dis bon, c'est l'équipe de France, mais le truc c'est que tous les joueurs, même s'ils étaient soit de région ou fils d'immigrés, se recommandaient de l'équipe de France. Le seul qui a dit moi je suis pas français, c'est Carambeu. C'est un Kanak. Qui a dit, avant de jouer la Coupe du Monde, il a dit moi si vous voulez je veux bien jouer, mais je vous avertis, je suis pas français, je suis Kanak. Et mon grand-père a été mis dans une cage pour être montré dans une foire exposition à Paris. Déclaration de Carambeu avant le mondial 1998. Mais c'est le seul. Après, tu as Djorkaeff qui joue double nationalité, c'est-à-dire France et Arménie, très concerné par ce qui se passe en Arménie, un peu comme Charles Aznavour, quoi. Très concerné par ce qui se passe. Mais c'est les deux seuls. Après les autres, comment il s'appelle le joueur basque Lizarazu, qui s'est toujours recommandé basque, avec du mérite, hein, parce qu'il avait eu menace et paiement d'impôts par l'ETA. Il avait eu menace et malgré ça, il a toujours dit qu'il était basque. Mais tous les joueurs
sauf les deux que je te dis, ils ont assumé quand même le C'est côté... le problème éternel de cette France qui se croit plus forte que les autres, mais je suis désolé, la France est un colosse au pied d'argile, hein, parce que dans plein de sports, vous lui enlevez les fils d'immigrés, vous lui enlevez les fils décolonisés, plus ou moins officiels, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et moi, la France, elle me fait penser à l'Union soviétique d'avant 91, parce qu'il y a un truc, très étonnant. Jusqu'en 1991, l'URSS que l'on assimilait à la Russie, elle brillait en basket. Mais le corollaire de tout ça, c'était que pratiquement tous les joueurs qui représentaient l'URSS, donc par assimilation de la Russie, étaient lituaniens ou lettons. Depuis que ces deux pays, la Lituanie et la Lettonie, ont fait scap de l'URSS, la Russie est au 36e dessous en basket, alors que la Lettonie et la Lituanie continuent à briller. Et moi, je vous donne en mille que demain, si nous, Occitans, avions le courage de dire à la République française, bon, les copains, on s'en bat, mais je peux vous dire que l'équipe de France de rugby, il n'y en aurait plus, ou au 36e dessous. Voilà, parce que l'équipe dite de France de rugby, c'est nous qui la faisons. Et au lieu d'entendre une Marseillaise qui est un hymne raciste au dernier degré, ça serait mieux pour le rugby qu'on entende le C-Cant ou un autre chant occitan. Est-ce que tu ne regrettes pas un peu, comme la Grande-Bretagne, qui a des équipes d'Écosse, Pays de Galles, Eh bien, disons que... Angleterre, Irlande même, bon, qui est indépendant, si qui sont les indépendants. Occitans se bougeaient un peu plus et revendiquaient une véritable fédération occitane de rugby, eh bien, c'est pas une équipe de France qui jouerait destination, c'est une équipe d'Occitanie. Voilà. Le problème il est là, c'est que en Occitanie, d'ailleurs je le dis dans un écrit qui va paraître bientôt, qu'est-ce que c'est bien quand les autres assument leur identité, comme au Pays Basque ou en Catalogne. On admire les copains catalans qui se prennent des coups sur la gueule parce qu'ils veulent aller voter, un certain 1er octobre, mais nous avoir les mêmes idées pour l'Occitanie, ah non, on n'osera pas, hein. On est trop timide, hein. Mais bougeons-nous. Et se bouger, ça veut dire, ça aura des Tu fais partie des écrivains engagés, toi. Ah, mais je dis ce que je pense, hein. Même si ça ne fait pas plaisir. Je fais partie du comité de rédaction de la revue Bouluga. J'ai écrit ça, mais je vais bientôt sortir d'autres publications qui ne seront pas que sportives, je vous rassure. Et donc, oui, dans ce que j'écris, je mets... Je vous rassure, la littérature sportive, c'est un truc qui est à pointe de plus en plus. Beaucoup d'écrivains se mettent à faire de la littérature sportive, qui n'était pas d'ailleurs dans le sport. La littérature sportive, c'est vraiment un truc qui est quand même à la hausse, quoi. Vu, il y a toutes les disciplines où il y a des gens qui font de la littérature autour. La littérature sportive et la littérature de reportage, ce sont deux styles littéraires qui, en ce moment, sont vraiment à la hausse. Dans la littérature reportage, le plus grand, c'est Saviano. En ce moment, il est condamné à mort pour ce qu'il a écrit sur la mafia de Naples. Mais reportage, mais littérature, si vous voulez. Vous voyez, littérature. Alors, je terminerai en disant, Occitans,
soyons et soyez fiers de ce que nous sommes. Avec ses écrits sur Jaurès, d'être sur le terrain de la philosophie. Tu n'es pas le seul, mais enfin, vous n'êtes pas très nombreux. C'est le seul, presque, c'est un des seuls qui se veut. Bon, il était prof de philo en plus, parce que la philosophie, j'ai l'impression que pour être philosophe, il faut être prof de philo, non? Ben, il y a deux choses. Il y a les philosophes et les professeurs de philosophie. Les professeurs de philosophie ne sont pas forcément des philosophes. Alors, je ne sais pas où tu me places. J'ai enseigné la philosophie, mais j'ai enseigné les sciences économiques, j'ai enseigné l'occitan, et j'ai arrêté d'enseigner la philosophie, déjà il y a bien longtemps. Je me mets à votre place parce que j'étais au fond, mais je n'entendais pas grand-chose. Et alors, passons sur les heures de gloire. Hein. J'entendais pas grand-chose, notamment pendant la balance. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose dont certains peuvent se souvenir autant que moi. Il y a quelques années à peine, en 2013, alors que l'Estibado se passait à Rouen, on avait une heure, à peu près à la même heure, pour marquer le 40e anniversaire des éditions Manterral, avec comme invité 3 écrivains dont nous avions publié les livres à ce moment. Pécoute, dont on rééditait Portula, Yves Rouquette, notamment avec ses chroniques en occitan, et Maurice Irumio, l'auteur d'un fabuleux dictionnaire d'expression occitane qui fait, je pense, 800 pages, et qui est un dictionnaire occitan. Alors, à l'époque aussi, les musiciens faisaient la balance, on était dans un coin, on s'entendait pas. Alors, à tel point que, à un moment, Rouquette s'est levé, a dit on s'arrête. Et on s'est arrêté. On est allé poursuivre une discussion entre Aujourd'hui, nous. c'est pas trop la faute des organisateurs. Moi-même, je croyais qu'on ferait ça micro. Non, mais tu n'es pas du tout en cause, parce que tu subis les mêmes conditions comme nous. Enfin, c'est révélateur. Non, moi j'aime faire ça micro parce que ça facilite, mais dans certains lieux, ça facilite davantage les prises de parole. Ça donne plus de liberté pour prendre la parole pour les gens qui sont dans la salle. Bon, par-delà l'anecdote, c'est significatif de la place accordée aux auteurs, à la littérature, à l'Estibade. Les Estibades se succèdent et je constate que nous sommes au même point. Comme le page. Alors, ah oui, si tu permets, c'est Jean-Louis Privat. Oui, je me souviens très bien de cet épisode à Carmont. Et bon, il est évident qu'on a le droit de faire de l'humour, des jeux de mots sur n'importe qui, y compris sur Jaurès, Rès. Et comment tu l'as vécu Eh bien, moi ça ne m'a pas. Toi du qui es un tout- amateur de Jaurès. Justement, ça ne m'a pas du tout choqué. Mais bon, c'est marrant, je trouve l'écho interprété comme ça, c'est marrant. Mais alors, je l'ai interprété moi de l'autre côté. C'est très révélateur du sens de l'humour et de l'ouverture culturelle des maires de Carmont. Remarquez, c'est pas leur spécificité aussi, on trouve ça ailleurs. Mais bien chez nous, il y a un proverbe, socialiste carmozin, tout pour moi et rien pour le voisin. Alors, quant à l'idée que Jaurès parlerait trop, ça je n'ai jamais lu, ni jamais entendu. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Donc, mais là, j'apporte un démenti historique. Un démenti. Ce qui n'empêche pas les artistes de pouvoir refaire l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Il l'a senti comme un parleur quand même. Ouais. Il faisait des discours quand même. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il était ressenti. D'abord,
Ces discours n'avaient rien de creux, rien d'opportuniste. C'est des discours toujours avec une base philosophique, historique, dont vous auriez du mal à trouver l'équivalent dans les discours politiques d'aujourd'hui. Et quand Jaurès parlait, il y avait le silence. C'était pas comme hier pour écouter Cabrel. Et je me suis mis sur un coin de la place, ça charrait tout autour, j'avais parti. Bon, écouter la musique comme ça, c'est pas la peine. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, quoi, ces gens-là? Je suis pas du tout d'accord avec toi. Là. Non, mais Moi j'aime le rock'n'roll où on peut parler, même à la limite pas entendre la musique. La musique, moi j'aime pas le côté religieux de la musique, mais chacun ses goûts, hein. Moi j'aime rencontrer un copain du temps que les gens jouent, on parle. bon, alors, il a fait des discours à la Chambre des députés qui duraient 2 après-midi. Hein, et les gens ne partaient pas à ce moment-là. Hein, notamment en janvier 2010, son plus beau discours sur la laïcité a duré 2 après-midi. Et une anecdote qui vaut son pesant d'or, le président de la Chambre des députés, après une intervention, allait donner la parole à Jaurès. Messieurs, la parole est à la parole. Ça dit tout. La parole est à la parole. Et puis je veux dire aussi autre chose, hein. Jaurès, c'était pas que la parole, c'est pas le verbe. Hein. C'était la pensée et l'acte. Et il l'a prouvé. Donc, il mérite, il me semble, un peu plus. C'était très important pour mes recherches concernant le Jaurès, c'est le mot de Boudou dans Los Caroniers de l'Arsalo, Jaurès es al Panthéon. Ça veut tout dire en 3 mots. C'est-à-dire, on nous a pris nos richesses économiques, etc. Mais on nous a pris aussi nos cerveaux qui auraient été capables de penser notre situation. Jaurès es al Panthéon, escribió a Boudou al moment de la salle, de la baladure de la salle. Est-ce que tu es le seul à faire ressortir le côté occitaniste, on dirait, même si on met des guillemets occitanie, enfin, est-ce que tu es le seul à faire ressortir le côté occitaniste de Jacques Jaurès? J'ai publié Jaurès et Occitanie en 85, je crois. Ça a eu le prix Jean Moutour décerné par Marc Sancy à la mairie de Jaurès. Mais du côté de Jaurès occitaniste, je dois dire que j'ai rien vu de plus. J'ai rien vu de nouveau. Moi, dans mon coin, j'ai trouvé autre chose. Si un jour je leur ai dit, j'en rajouterai. Mais ce dont je suis content, c'est que ça a été repris quand même, ça fait du chemin. À la dernière manifestation pour l'Occitan à Toulouse, eh bien, il y a bien Jaurès, tabelle comme la salle, à la début de la manifestation. Et bon, il n'est pas seulement occitan, il est occitaniste, on peut dire, même si le mot occitaniste n'était pas commun à l'époque. Malgré Berbosque. Berbosque d'ailleurs qui s'est inspiré de Jaurès pour sa revendication de l'occitan à l'école. Bon, il était occitan parce qu'il est né à Castres, parce que la langue universelle à ce moment, c'était l'occitan. Il n'y avait que les bourgeois entre eux qui parlaient français. Et d'autre part, non seulement il parlait occitan comme de vous à moi, mais il a fait, j'en ai énuméré quelques-uns, des discours politiques en occitan. Et puis ça a été le premier grand homme politique français à revendiquer, les circonstances sont intéressantes, c'est au retour d'un voyage en Amérique du Sud
au Brésil, en Uruguay et en Argentine, en passant par le Portugal d'ailleurs, où il a pris conscience qu'il y avait quelques similitudes, quoi. C'est le seul, par 2 articles, un dans la dépêche du Midi, qui s'adresse à l'opinion méridionale, un autre dans la revue de l'école primaire. S'adressant aux instituteurs, ils savaient ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils proposent? Une méthode comparée pour enseigner l'Occident. Pourquoi n'utilisons pas à l'école ce que nous en parle, hein? Ce serait un objet d'enrichissement pour la France du Midi, etc. etc. Donc, ce n'est pas une simple sensibilisation, comme on a dit depuis, comme on dit encore, hein. Parfois, c'est une méthode comparée, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, c'est du bilinguisme. Hein. Et il dit, ça développerait la faculté de comparaison, de faire le tri entre ressemblance et différence, l'analogie en quelque sorte. Et ça, c'est pour lui le fondement de l'intelligence. Malheureusement, l'effet libre était bien en deçà de ces propositions et ça n'a pas été repris. Il y a une question quand même qui me turlupine un peu sur Jaurès. Est-ce qu'il s'est vraiment démarqué du colonialisme de Jules Ferry, même s'il était sûrement plus jati que Jules Ferry? Pas au tout début. Au tout début, dans les années 82, 83, 85, où il est élu pour la première fois, il adhère à la conception qui était celle de Jules Ferry, d'une colonisation civilisatrice. On allait apporter la civilisation. Mais il évolue et assez rapidement sur la question. C'est-à-dire qu'il perçoit déjà, notamment en 1905, avec la guerre russo-japonaise, 1904-1905, qu'il y a un décentrement du monde. L'Europe n'est pas forcément au milieu. Il y a l'émergence d'autres cultures, d'autres civilisations dans l'Orient, la civilisation musulmane, etc. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment probant, ce sont ces articles, ces interventions. Alors, ça ferait plus d'un volume contre les abus de la colonisation française au Maroc. En tant que socialiste, c'est lui qui monte à la tribune chaque fois pour dénoncer les massacres de l'armée française au Maroc. De la même manière, il a fait 3 discours très importants pour dénoncer le génocide des Arméniens. C'est des textes qui vous font pleurer. Il a tout vu, parce qu'il lit les dépêches d'agence, les rapports des ambassades, et il dénonce ce qui se passe là. Avec Publica, Luisa Paoli, Mail du livre de Luisa Paoli, et preparant per la debut de décembre, le 1er et le 12 de décembre, le 130 anniversario de la naissance de Luisa Paoli, 1888 2008, que faran a realment dos jornals, un blog, intervention sur Luisa Paoli et la musique, une lecture cruzada per dos comedians degli scambi di lettere entre Luisa Paoli e a lui mai la vese in face che della vera la et donc on prépare un accord et bon, l'an passat presentèrent ici la réédition del livre, des 12 livres del Caus de Pau Gaira,
Là, c'est la littérature rouergate. Et plus que Très fort, Rouergat. très fort. Il est universel. Ah oui, tout à fait. Un grand écrivain est universel ou alors c'est pas un grand écrivain. Bon, on va pas attaquer le débat parce qu'il y a Lucerdo qui est là, qui se prépare. Si vous voulez, autant Boudou a été apprécié, mis en exergue, ce qu'il méritait pleinement, autant lui, personne ne reparlait plus de lui. Il a publié à compte d'auteur, jamais ça a été repris, et voilà. Alors, comme on a fait sur Louis Apollin, on a entrepris, c'est le premier étage de la fusée, une réédition de l'œuvre de Paul Guéraud, qui en plus a été résistant, a écrit le premier livre sur la résistance en Aveyron, la guerre du Brassard. Donc il ne fallait pas laisser dormir tout ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, Loulou Gare vous remercie d'être venus nombreux à notre proposition.